Radio Feu Geek présente l'émission Jeux vidéo. Salut tout le monde, bienvenue sur Radio Feu Geek pour une nouvelle émission Jeux vidéo. Comme vous l'avez entendu dans le jingle, cette fois-ci ce sera sur Final Fantasy XV, sorti en décembre dernier, c'est ça, décembre 2016. Donc autour de la table pour en parler, il y a Thomas. Bonsoir. Et Étienne. Bonjour à tous. Qui ont chacun fini le jeu et qui pourront vous parler justement à la fois de l'évolution du développement du jeu, puis ensuite du gameplay du jeu lui-même, et enfin les dernières impressions, leurs impressions en tant que joueurs et en tant que personne ayant suivi l'actualité autour du jeu, tout ça, voilà. Toutes les déceptions, toutes les bonnes idées, toutes les choses, on essaiera d'en parler et de faire une émission un peu condensée, mais on essaiera de survoler tous ces thèmes-là. Donc on peut commencer déjà avec une petite présentation rapide du projet Final Fantasy XV, du projet Final Fantasy XV, quel a été le développement de ce jeu vidéo. Oui, je vais commencer, je pense, Étienne, n'hésite pas si tu veux rebondir aussi dessus. Alors rapidement, puisque c'est vrai que c'est un sujet qui a été énormément traité dans l'actualité de sortie du jeu et puis peu après. C'est un jeu qui continue d'ailleurs à être encore à l'heure actuelle où nous enregistrons mise à jour régulièrement, et puis avec les DLC qui sortent, puisque là il y a eu un premier DLC qui a sorti il y a quelques semaines maintenant, sur le personnage de Gladiolus, qui est donc un des personnages du groupe. Donc c'est une genèse assez particulière que ce Final Fantasy XV, puisqu'au départ il était prévu pour être un spin-off de Final Fantasy XIII, donc Final Fantasy versus 13 à l'époque, pour un jeu donc qui a quand même été annoncé il y a plus de 10 ans maintenant, puisque il a été annoncé en 2006 dans une grande compilation qui s'appelait Fabula Nova Crystallis, donc qui était tout autour de Final Fantasy XIII. On avait eu peu de temps avant, un petit peu en parallèle de cette époque, la compilation justement sur les jeux Final Fantasy VII, et du coup oui, c'était un peu la grande mode chez Square Enix à l'époque de se dire tant qu'à faire, autant capitaliser sur l'univers d'un Final Fantasy, alors que chaque épisode avant était alors il y a parfois eu des spin-offs ou des suites. On peut penser notamment à Final Fantasy X-2 par exemple, et donc bien sûr après Final Fantasy XIII aura lui-même deux suites avec le 13.2 et le 13.3, et de fait on a vraiment cette volonté de développer un grand univers et de fait d'avoir on va dire des éléments assez grands. Donc en fait c'est un projet du caractère designer principal des FF depuis très longtemps maintenant, qui était Tetsuya Nomura, et de fait il est notamment le créateur et le directeur de la série des Kingdom Hearts, avec donc qui mélange les univers de Disney avec les personnages justement de la franchise Final Fantasy, et de fait c'était vraiment la première fois qu'il avait la direction d'un Final Fantasy. Et au départ, lui, il était vraiment parti on va dire un peu dans son trip lui-même, et comme c'était un créateur, il avait des idées assez précises. C'est un homme qui aime beaucoup justement les jeux d'action, donc il voulait plutôt un Final Fantasy axé action, justement comme pouvaient l'être les Kingdom Hearts, un peu avec le même gameplay, plutôt que de partir sur un simili tour par tour, comme il y avait à l'époque pour les Final Fantasy, même si en son temps Final Fantasy XII avait justement dynamité déjà un petit peu ce principe du tour par tour, on va dire un peu classique. Et de fait, il avait on va dire les coups des franches, mais c'est parti un peu dans tous les sens, voilà. Il avait un peu la folie des grandeurs, il n'avait pas forcément les moyens au niveau de sa hiérarchie pour y accéder, et donc c'est devenu une espèce de serpent de mer, puisque pendant très longtemps en fait il n'y avait absolument rien à montrer sur le jeu. Quand ils ont annoncé le jeu, il y avait absolument rien dessus.
Voilà. Et du coup, a priori, Tetsuya Nomura non plus n'apprécie pas forcément la pression qu'on lui a pu lui mettre. Et de fait, il n'a rien sorti de bien pendant des années, jusqu'à donc en 2012, où il a été décidé de totalement rebooter le projet pour finalement, à cause de ces délais, en faire le vrai épisode de Final Fantasy XV. Et c'est sûrement là l'une des erreurs première et principale du jeu, parce que voilà, on va avoir l'occasion largement d'en parler, mais c'est vrai que c'est sûrement l'un des épisodes, si ce n'est l'épisode le plus décevant de la saga, pour tout un tas de raisons qu'on va essayer d'énumérer. Et voilà, l'erreur principale, c'est peut-être, au lieu d'être parti de zéro, d'avoir décidé de reprendre plus ou moins ce qui avait été fait pour servir de base au niveau de la pré-production du jeu à la création de Final Fantasy XV. Et du coup, on se retrouve avec un nouveau numéro, donc une séparation avec l'univers de Final Fantasy XIII, d'ailleurs avec qui peut-être Versus 13 n'avait pas tant déjà de rapport que cela au départ, et du coup progressivement donc un autre personnage qui va émerger, qui va prendre la direction du jeu et la réalisation du jeu, qui est Hajime Tabata, qui est un homme qui bosse depuis un petit moment chez Square Enix, dont les jeux principaux au départ étaient des jeux portables, puisqu'il a fait Final Fantasy VII Crisis Core. Il a travaillé il a été le directeur aussi de The Third Birthday, qui était Parasite Eve, voilà, plus ou moins le troisième épisode de Parasite Eve, qui était sorti sur PSP, et il avait donc fait un spin-off des Final Fantasy qui s'appelait Final Fantasy Type O ou Type 0. Voilà, lui il était parti justement pour faire la suite de ce jeu-là. Sa hiérarchie lui a dit, écoute, tu vas prendre la direction du projet. D'abord, tu vas porter sur les consoles Final Fantasy Type 0, et qui était d'ailleurs jamais sorti chez nous, si je crois. Sur PSP, il était jamais sorti. Déjà, je suis même pas sûr qu'il soit sorti aux États-Unis, mais il était en tout cas jamais sorti en Europe. Et de fait, voilà, justement, on va avoir ce jeu avec son portage sur PS4, qui est en fait, si vous voulez, un galop d'essai, un entraînement pour les équipes de Tabata, qui vont plus ou moins fusionner avec l'équipe qu'il pouvait y avoir sur FF15. Et du coup, voilà, le projet va être relancé en 2012, et il est sorti en fin d'année dernière, en 2016, donc avec finalement un développement, comme vous pouvez le voir, assez chaotique. Alors moi je vous conseille d'aller voir, si vous voulez vraiment voir avoir un point de vue détaillé, allez sur le site ffworld.com, et vous allez dans les articles. Donc le rédacteur en chef du site, qui s'appelle Jérémy, a fait de très beaux articles pour l'instant, et très longs articles, très documentés, qui vous permettent justement de voir tout ce cheminement de Versus 13 jusqu'à FF15. Et puis voilà, normalement il doit faire un troisième article qui parlera du jeu en lui-même, mais là l'article n'est pas encore paru au moment où l'on enregistre. Très bien. Donc maintenant on va passer à l'expérience de jeu. En tant que joueur de Final Fantasy, justement, en quoi celui-ci diffère des autres, en quoi est-ce qu'il apporte de bonnes idées ou de mauvaises idées par rapport à la saga Final Fantasy, au type de jeu auquel on avait l'habitude de jouer jusque-là. Donc je sais pas, Étienne, si tu veux commencer. Donc comme l'avait expliqué Thomas, c'est un jeu qui était très orienté niveau action, et donc on a un gameplay qui est assez rapide à prendre en main. Donc très dynamique, on dirige juste un unique personnage, Noctis, le prince du royaume, ainsi que ses 3 acolytes qui en fait eux sont gérés par l'ordinateur. Et en fait l'évolution de ces personnages sont faits par le biais de points d'expérience qu'en fait on assimile lorsqu'on dort ou lorsque l'on campe. Et on peut également manger des repas qui peuvent booster certains traits comme la force, la magie, etc., voire même l'expérience. Donc c'est un petit truc, un petit bonus pour les persos. Donc l'évolution également pour les compétences se fait par le biais d'un espèce de sphérié, un peu comme on retrouvait dans FF10, mais qui est plus simple, dans le sens où en fait c'est décomposé en différentes parties. Celui de Noctis, celui de Ignis, Prompto et Gladiolus, un sur les loisirs et un autre, enfin il y en a plusieurs,
mais afin que ça permet pas forcément à... On peut, entre guillemets, enfin pas tout à fait, évoluer plus librement que dans les anciens sphériés qu'on pouvait voir par le passé, dans notamment FF10 ou encore FF13. Et le 12 Oui, avec le notamment. tableau en fait. Oui, c'est vrai que je pensais plus au tableau, comme en fait, oui, c'était un peu au niveau du design, mais oui. Mais c'était le même principe. En le effet. même principe avec les points de compétence que l'on gagne, soit par le biais de certains loisirs, donc en débloquant justement dans le sphérié les compétences adéquates, en campant, et également, enfin plus récemment, par le biais d'un DLC, on a un accessoire qui s'appelle l'étoile de l'exterminateur. Lorsqu'on a battu tous les ennemis de la zone de combat, on gagne un point de PC. Donc une petite manière de booster plus rapidement. Voilà, donc effectivement les points de compétences qui permettent de développer les principaux attributs soit à combat, soit hors combat des personnages, et puis le niveau d'expérience qui lui est géré de manière différente, avec, comme tu l'as dit, cette petite particularité de ne pas engranger l'expérience à chaque fin de combat, mais de devoir dormir pour pouvoir donc soit en campant à l'extérieur, soit en dormant dans les hôtels qui généralement du coup coûtent plus cher puisque c'est gratuit pour quand on campe à l'extérieur, mais quand on paye à l'hôtel, du coup on a un bonus, un multiplicateur au niveau de l'expérience, voilà, qui permet de quand même gagner un plus. Donc généralement plus vous payez cher en fonction des hôtels, et plus l'expérience accumulée est intéressante. Donc là finalement on peut voir peut-être un petit clin d'œil à la série des Dark Souls et au fameux camp des feux de camp de Dark Souls, puisque vous avez cette idée effectivement de points de sauvegarde et un peu de checkpoint, et c'est le seul endroit où vous pouvez faire évoluer votre personnage en fait avec l'expérience qu'il a engrangée. Donc là clairement on peut voir une influence, on a eu l'occasion d'en parler dans une émission précédente, de l'influence grandissante que pouvaient avoir les Souls sur le jeu en général. On peut le voir que même dans un jeu aussi connu et une saga aussi on va dire ancienne et ancestrale que ne l'est Final Fantasy, eh bien on reprend des idées tirées par exemple de cette nouvelle saga, et au niveau du gameplay en lui-même, c'est-à-dire en combat, on se retrouve en fait à pouvoir gérer 4 slots, on va dire, au niveau du personnage, qui sont gérés, donc que l'on peut sélectionner grâce à la croix de direction. Donc ça peut être des armes, ça peut être de la magie, ça peut être des armes fantômes, qui sont des armes un peu spécifiques, puisque vous perdez des points de vie, pardon. Et l'une des particularités principales finalement, c'est que la magie finalement par rapport aux autres Final Fantasy est beaucoup moins importante ici, puisque vous pouvez quasiment faire le jeu sans vraiment y avoir l'utilisation. On reparlera après des invocations, plus peut-être par rapport à l'histoire, puisqu'ils sont partie intégrante de l'histoire, et comment dire, en ce qui concerne la magie, finalement, votre jauge de magie sert surtout à faire tout ce qu'on appelle les attaques éclipses, qui sont vraiment on va dire la partie action du jeu, et vraiment l'une des visions qu'avait Nomura pour le titre, c'est-à-dire que le héros Noctis peut se téléporter, donc il y a des sortes de points d'accroche dans le monde, enfin en fonction de l'endroit où vous combattez, et donc le fait est de vous accrocher va permettre notamment de vous faire regagner vos points de vie et vos points de magie. Mais vous avez une jauge d'endurance qui fait que vous ne pouvez pas rester non plus indéfiniment, on va dire, accroché. Et le fait est que vous ayez pris, on va dire, du recul par rapport à l'action, vous permet de cibler un ennemi et de vous téléporter de nouveau vers lui en lui faisant souvent beaucoup de dégâts. Cela mixé avec le fait est que vous pouvez donc vous avez différents types d'armes, et les ennemis sont faibles, enfin ont des faiblesses en fonction du type d'arme que vous utilisez, et du coup vous avez, c'est vrai, un gameplay assez agréable à jouer. Je n'irais pas dire jusqu'à dire qu'il est profond, parce que généralement quand on est bien équipé, qu'on a bien levelé, il suffit de bourriner un peu sur les touches d'attaque, et puis ça va tout seul. C'est pas, je pense pas, alors moi je suis moins connaisseur, mais je pense pas qu'on en soit à la finesse d'un Kingdom Hearts, et on n'est clairement pas
puisque l'inspiration aussi c'est de manière générale peut-être les beat'em all, et on n'est clairement pas dans la finesse d'un beat'em all, quoi, comme un Devil May Cry ou un Bayonetta par exemple, en ce qui concerne les combos ou je dirais la fluidité du combat. Oui, c'est vrai que mais par contre ça permet d'avoir des combats qui sont beaucoup plus rapides, expéditifs, et voilà, c'est au final, voilà, on prend assez rapidement en main le contrôle des personnages, et puis à ce niveau-là, ils sont plutôt bien tirés, on va dire, à part peut-être pour certains points où des fois, les combats de nuit, qui peuvent qui peuvent être un peu chaotiques dans le sens où si vous êtes des fois dans un décor où vous êtes entouré par soit la forêt ou Oui, précisons que la nuit, il n'y a vraiment quasiment aucune visibilité, hein. Vous n'avez même pas on va dire, la clarté de la lune. Et bon, ça fait partie intégrante, notamment au niveau du scénario du jeu, du fait est que la nuit est extrêmement dangereuse, d'éviter la nuit, en tout cas, de sortir. Et du coup, c'est vrai que vous n'avez quasiment aucune visibilité, que ce soit dans l'exploration ou pendant les combats, et ça peut devenir, tu as raison, le précisait Étienne, ça peut devenir assez frustrant, comme d'ailleurs pour d'autres raisons un peu, mais toutes les zones dans les cavernes, dans les souterrains, etc. Donc c'est souvent assez gênant, et faut préciser que même dehors dans les grands espaces, parce qu'on a un jeu qui s'inspire des mondes ouverts, des fameux open world, on va dire occidentaux, comme peut l'être un Assassin's Creed, un GTA ou autre, on verra que ça a été là aussi une erreur un petit peu de design du jeu en lui-même, en tout cas par rapport à ce qui avait été pensé au début, parce qu'il n'avait pas du tout été pensé au niveau de son gameplay comme un open world, et puis ça c'est quelque chose que le nouveau directeur Hajime Tabata a voulu absolument imprimer, et du coup forcément ça pose quelques problèmes au niveau des combats en eux-mêmes, et comment dire, dans le cadre des extérieurs, il faut dire qu'il y a quand même une végétation qui est souvent assez dense, et enfin c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est putain de maudits buissons, avec des buissons, des espèces de buissons permanents qui ne sont blocs, on peut pas les traverser, et donc enfin ils sont en plein milieu du passage, mais on les contourne assez facilement, mais c'est vrai que ça peut être assez frustrant, surtout la nuit. En fait, la zone d'éclairage se situe au niveau de la ceinture des lampes, des lampes torches au niveau des ceintures, donc ce qui donne une zone d'éclairage pas très grande, mais c'est vrai qu'en fait c'était peut-être aussi une volonté d'avoir une nuit assez opaque, dans le sens où en fait des ennemis assez spéciaux appelés les Daimons pullulent lors de cette période-là, et qui sont une sorte de menace supplémentaire, donc qui en règle générale vous force dès le début de l'aventure à vous dire tiens, la nuit tombe, faut que j'aille dormir ou que j'aille camper, parce que en fait vous êtes niveau 1 et la plupart des diamonds sont genre 15, niveau 30, enfin des gros monstres, voilà. Mais sinon, autre élément du gameplay hors combat, c'est la voiture, la Regalia, que vous utiliserez de manière assez récurrente. Donc on parlait justement de l'open world. Donc on a une carte qui est très vaste, mine de rien, accessible dès le début, à partir du chapitre. Tu as quelques limitations, mais après. Voilà, c'est surtout dès le début, je veux dire dès chapitre 3, chapitre 4, on a quasiment une intégralité. Voilà, à part une petite zone qui se débloque, je crois, chapitre 7, en haut à gauche. Ouais. Mais voilà, on a assez rapidement. En plus, le chapitre 1 et le chapitre 2 sont pas très longs si on. Ouais, c'est assez rapide. Ouais. Voilà, le 1 peut être assez long, mais le 2 est très court. Voilà, donc si on fait pas trop les quêtes annexes et qu'on se focalise sur la trame principale, voilà, on a assez vite accès à ce grand espace. Donc on l'a fait rouler, la voiture. Disons que c'est. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a atteint un point, entre guillemets, comme un parking ou une ville, après on a la possibilité de se téléporter, entre guillemets, directement. Ouais. Mais bon, il y a pas mal de temps de chargement. Exactement. Comme c'est une seule et grande zone, l'intégralité de la zone charge. Donc tu l'as dit, il y a des temps de chargement assez longs. Donc en fait, du coup, c'est vrai que... disons que se téléporter est avantageux quand vous avez un long trajet à faire. Mais parfois, pour les trajets les plus courts, il vaut mieux utiliser la voiture.
Après, voilà. je crois que le temps de chargement il est un petit peu moins long quand même pour les petits trajets. Enfin, ça charge un petit peu plus rapidement. Ouais, peut-être par rapport à la zone. Mais bon, moi, j'avais calculé qu'en moyenne, tu avais bien entre 1 à 2 minutes de temps de chargement. Donc, en gros, disons que si vous avez un trajet puisque vous avez le temps qui vous est affiché en fonction de l'endroit où vous voulez aller avec la voiture. Et alors, précisons d'ailleurs que la voiture ne se déplace que sur les routes. Non pas à travers champs ou autre. C'est quelque chose qu'ils veulent changer lors d'une mise à jour qui sera donc gratuite. Mais voilà, le gameplay a été au niveau de la voiture et des déplacements a été fait pour que soit vous vous déplacez en voiture, soit vous vous déplacez à pied ou à d'autres chocobos, qui sont les chevaux entre guillemets, ces espèces de gros oiseaux autruches. Les poulets. Voilà, les poulets de Final Fantasy. Donc éléments récurrents qu'on retrouve à chaque Final Fantasy. Et du coup qui permettent vraiment de favoriser l'exploration après avoir justement débloqué la possibilité au chapitre 3 de les recruter, de les louer en fait, donc dans les zones après une petite quête. Et du coup oui, donc juste par rapport à la voiture, c'est vrai qu'en fait c'est un moyen entre guillemets déguisé de quand on fait un long trajet, de cacher les temps de chargement. C'est-à-dire que finalement, ça, avec la progression de la voiture, ça se charge, la zone se charge progressivement, et donc vous n'avez pas d'écran de chargement, contrairement effectivement quand vous voulez vous déplacer. Donc c'est vrai que si vous avez un livre ou un manga ou une BD sous la main, moi j'ai fait pas mal ça pendant les temps de chargement, ne serait-ce rien que pour charger le jeu, ou lors des gros trucs, j'ai dû lire, je sais plus à cette époque-là si c'était peut-être les Pandora Hearts que j'avais sous la main. J'en ai lu 3-4 comme ça, rien qu'avec les temps de chargement au cumulé, voilà. C'est vrai que oui, c'était assez long. Mais sinon, après, la première fois lorsque vous allez en voiture, vous avez également la possibilité d'écouter différentes musiques, ce qui est un élément assez intéressant, ne serait-ce que par nostalgie ou pour faire découvrir pour les novices certaines bandes son des précédents FF. Donc notamment dernièrement avec l'une des mises à jour, ils ont mis une ou deux chansons, je crois, de Nier Automata. Oui. Donc l'une des dernières productions de Square Enix. Et sinon, vous avez pas l'intégralité, mais des morceaux choisis des différents Final Fantasy, des 14 premiers Final Fantasy. Donc du coup, c'est vrai que c'est plutôt sympa et ça fait partie des aspects fanservice du jeu, puisque finalement, dans la communication et la production du jeu, on a une communication où apparemment en amont, ils ont pas mal, il y a eu pas mal de demandes au niveau des joueurs qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le jeu, etc. Donc par exemple, je crois que les chocobos n'étaient pas prévus au départ et ont été rajoutés après. Ils ont même voulu mettre les MOG, mais finalement, il y a un petit clin d'œil par le biais notamment d'un accessoire qu'on récupère, mais au final, sinon, il n'y a pas de vrai MOG dans le jeu, en tout cas à ma connaissance. Non, il n'y en a pas, mais en fait, ils ont juste fait, on y reviendra peut-être après, c'est dans les DLC temporaires, il y a eu le festival Chocobo MOG. D'accord. Mais bon, il n'y avait pas vraiment de MOG non plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc voilà, c'est vrai, une volonté de plaire finalement un petit peu à tout le monde. Et puis surtout, Final Fantasy XV a été un jeu, pour le replacer un petit peu dans le contexte des autres Final Fantasy, qui a été créé pour contenter les gens qui avaient été déçus de Final Fantasy XIII à l'époque sur la génération précédente, puisque c'est un jeu qui avait énormément divisé en son temps, qui n'était pas finalement en soi un mauvais jeu, mais qui pour un Final Fantasy faisait table rase de tellement de points de la série, même si, voilà, on le disait, à chaque nouvel épisode, la série se renouvelle entièrement, c'est-à-dire vous changez d'univers, de monde, donc on peut être à la fois dans la science-fiction ou dans l'heroic fantasy plus classique, même si les derniers épisodes ont tendance à tourner plus vers tout ce qui est cyberpunk ou science-fiction, ou mélanger les deux. Ça aussi été une des marques de la série. Donc voilà, vos héros vont se battre avec des épées, mais vous êtes dans un monde où vous avez des armes à feu, vous avez des machines volantes, etc. Donc c'est un peu une espèce de patchwork. Donc le 13 avait vraiment divisé en son temps, notamment en faisant
enfin en étant un épisode extrêmement centré sur l'histoire et les personnages et en oubliant un petit peu l'univers, puisque vous n'aviez vous n'aviez pas la liberté et un monde ouvert justement, enfin dans une moindre mesure, pas à l'occidental, mais comme les anciens FF, qui étaient des endroits où, si vous voulez, vous aviez une carte du monde et donc à échelle réduite, et puis ensuite vous vous déplaciez sur cette carte du monde jusqu'au village, jusqu'au donjon, la forêt, enfin voilà, où vous aviez entre guillemets votre niveau avec le boss pour faire progresser l'histoire, et puis voilà, vous aviez une histoire extrêmement scénarisée avec de nombreux rebondissements, et puis voilà, une équipe avec de nombreux personnages. Ça fait partie des classiques des RPG, enfin et plus particulièrement du genre du JRPG. Et voilà, ça c'était un peu cassé sur FF13, puisque justement les Japonais avaient eu énormément de mal avec la nouvelle génération de consoles et au niveau de la technique. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'ils sont partis un peu dans ce délire de l'open world avec Final Fantasy XV, et en disant voilà, de nouveau va y avoir des PNJ, donc des personnages non joueurs, vous allez avoir des villes, etc. Alors que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Si on réfléchit bien dans le jeu, c'est assez décevant. Hein. Il y a de grosses villes, on va dire. Ouais, Lustellum, si on compte sur l'open world, et Alticia. Une ville et demie. Voilà. On va dire une ville et demie. Parce que ce soit Alticia et que ce soit Lustellum, quand tu regardes, c'est pas si grand que ça. Non. C'est, on va dire un gros village. Et puis Alticia, qui est censée être la ville, finalement, était aussi quand même vachement limité dedans. Donc voilà, c'est pas comme dans les anciens FF. C'est sûr, quand on pense à Midgard dans FF7, quand on pense à Rabanaz dans FF12, c'était les sacrées villes, quoi. Et ça s'est clairement perdu, notamment depuis FF13. Voilà. Après, c'est vrai que si on pense aux plus anciens FF, c'est toujours des petits villages au final, hein. C'est pas des grandes cités tentaculaires, mais et puis même, j'allais dire, dans FF9 aussi, il y a quand même Alexandrie, et puis il y a quand même des villes, Lindblum, tout ça, qui étaient quand même assez grandes à l'époque. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on a perdu un peu cette échelle de la démesure qu'il y avait et puis du dépaysement que vous aviez dans les anciens FF. Et ça, voilà, c'est une volonté qu'ils avaient mis en avant pour FF15, mais malheureusement, je pense qu'ils se sont justement un peu trop... et je veux dire, je le comprends tout à fait, hein. Le monde, comme tu l'as dit, est très grand, mais très vide. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des zones désertiques, c'est énormément inspiré visuellement de l'Amérique du Nord, du Canada aussi, dans une moindre mesure, dans certaines parties. Et du coup, on sent, ça a été une volonté, hein, d'Hajime Tabata d'essayer d'être le plus réaliste possible. Donc il s'est basé d'ailleurs sur je crois que c'est dans tout le premier FF où cette fable est une fable réaliste ou inspirée de la réalité. Et Hajime Tabata, qui finalement ne connaissait rien des Final Fantasy, en dehors des spin-offs sur lesquels il avait travaillé, il n'avait jamais joué. Je parle bien de jouer, je parle pas d'avoir travaillé sur un des anciens épisodes, alors que souvent vous aviez quand même une continuité au niveau de ceux qui dirigeaient les FF suivants. C'était souvent des gens qui avaient eu des postes importants dans les Final Fantasy d'avant, et du coup c'est pour ça que vous avez cette rupture assez nette, finalement de quelqu'un qu'on a mis, si vous voulez, c'est le capitaine, il est à la barre du navire, et en fait le mec n'a absolument aucune idée de ce quoi il dirige comme navire. Donc c'est quand même un peu problématique, et du fait, il a voulu bien faire, mais faut dire ce qui est, on se fait quand même chier, hein, dans ce monde qui est très vaste, qui est très bien réalisé. Graphiquement, moi j'ai rien à dire sur le jeu, je le trouve vraiment nickel. Mais on n'est pas comme dans... C'est sûr, mais pour moi, je veux dire, c'est un peu une ineptie. On peut penser, donc, on parlait d'open world tout à l'heure, mais si on parle de RPG occidentaux, on peut bien sûr penser en termes de monde vaste à un jeu comme Skyrim, comme The Elder Scrolls 5, ou plus récemment, bien sûr, à The Witcher 3 qui est sorti et qui, dans son style, aussi est un monde vaste, mais un monde qui est vivant.
Voilà, parce que vous avez toujours, quand vous battez la campagne, vous avez toujours des petits événements, etc. qui se passent. Ça, clairement, c'est inspiré d'un jeu aussi de Rockstar, donc ceux qui ont fait les GTA, qui a eu très bonne presse et qui était très vivant aussi, c'est Red Dead Redemption, qui est un jeu qui se passe au Far West, et qui est un jeu qui, au Far West, c'est le désert, vous avez la race campagne, vous avez votre cheval, vous battez la campagne, mais il y a toujours quelque chose à faire, que ce soit des animaux à chasser, des bandits qui sont en train de taquer une caravane, vous êtes sans cesse mis à contribution, ou alors c'est suffisamment étudié pour que au niveau des distances entre les villes ou les points d'intérêt, c'est ni trop long ni trop court, donc vous avez l'impression d'immensité, mais en même temps vous vous faites pas chier à vous dire putain je suis en train de parcourir 30 km et il se passe rien. Et ça malheureusement c'est quelque chose qui à mon sens pêche pour FF, parce qu'en dehors des quêtes qu'on vous donne en ville, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas vraiment d'événements ponctuels dans le jeu, quand on bat la campagne, et puis en dehors des tombeaux sur lesquels on peut éventuellement tomber, qui font partie des quêtes un peu annexes, des donjons qu'on peut trouver sur lesquels on peut tomber un peu comme ça, qui sont donc accessoires, mais qui sont intéressants quand même à faire. Il se passe rien de bien précis. Si, il y a bien sûr, on se fait attaquer régulièrement, et ça c'est aussi un des gros problèmes du jeu. Par rapport au contexte de l'histoire où le prince Noctis est son pays vient d'être attaqué et puis surtout battu par l'empire, par un empire, l'empire de Niflheim, et du coup il se retrouve dans un pays en occupation avec plus ou moins l'empire qui le chasse et qui le pourchasse. Et donc de manière régulière, vous avez des vaisseaux avec des soldats de l'Empire qui vous attaquent, voilà, de manière aléatoire, mais de manière aussi totalement... aussi aléatoire, on va dire, dans la méthode, puisqu'on disait on peut être en plein milieu d'une quête ou en plein milieu d'une chasse de monstres et on va être attaqué. Et moi ça m'est déjà arrivé, et alors là ça m'a vraiment 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 gonflé, c'est d'entamer un combat justement avec des soldats de l'Empire, et le combat a tellement duré longtemps que je me suis fait réattaquer de nouveau par un vaisseau de l'Empire, quoi. Et là on se dit il y a quand même quelques problèmes en termes de dosage en fait, de leur apparition. On pourrait penser qu'à certains moments ça pourrait être scripté d'ailleurs par rapport à l'histoire, et non, là c'est extrêmement bizarre. Je pense qu'on va avoir aussi l'occasion peut-être de rentrer un petit peu plus en détail dans l'histoire, les personnages, etc. Et dire que là aussi c'est pour moi le défaut majeur du jeu. L'histoire elle est en carton, en dehors des personnages, des 4 personnages principaux, tous les autres sont torchés, mais vraiment ils ont aucune profondeur, c'est vraiment d'une nullité profonde. Et puis il y a des grosses coupes, on voit qu'à partir arrivé à un certain moment du scénario, c'est déjà plus ou moins visible dans certains événements au début de l'histoire, mais arrivé à donc le jeu est divisé en 15 chapitres, sachant que la fin du jeu intervient au 14e et le 15e c'est ce qu'on appelle le post-game, donc c'est quand vous avez fini l'histoire principale, vous pouvez continuer à jouer en fait. Et à partir du chapitre 9, les choses s'emballent, et vous avez beaucoup moins de liberté au niveau du monde, et vous êtes un peu obligé de suivre un tunnel narratif. Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment 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 des morceaux entiers de jeux qui sont coupés à la tronçonneuse, et de passages qui sont complétés à la truelle pour pour un Final Fantasy qui est quand même un jeu de rôle, donc un jeu qui est censé être basé sur son histoire, sur son univers. Il y a des trous béants. Même Final Fantasy XIII qui était un jeu finalement assez linéaire, etc., qui avait des défauts aussi au niveau de certaines caractérisations des personnages, avec un méchant notamment qui était totalement inexistant et en mousse totale, avait quand même quelques personnages. Tous les personnages de l'équipe étaient sympathiques, il y avait quelques antagonistes qui avaient un certain charisme, des motivations, parce que par exemple là, on est quand même dans un jeu FF15 où du début à la fin le méchant, on se dit mais
ok. Enfin, on est sur le modèle d'un Kefka, d'un Sephiroth ou d'un Kuja, qui sont donc en fait des méchants qu'on suit pendant l'histoire, un peu, et qui évoluent un petit peu en parallèle de nous. Sauf que là, c'est l'espèce de grand manipulateur omnipotent, enfin, au niveau de la mise en scène aussi, c'est une catastrophe, quoi. Dans les Final Fantasy, c'est toujours des jeux où vous avez eu des séquences cinématiques, voilà, pour vous narrer les points clés et puis avoir une mise en scène de fou. Là, vous n'avez rien. C'est une mise en scène bateau. Il y a des trucs qui servent même à l'histoire. Je pense, voilà, au fameux décès du majordome. Alors moi, ça m'a fait sortir du jeu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, voilà, vous apprenez que suite à, enfin, l'Empire a tué votre majordome. Voilà, vous l'apprenez, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de séquence de cinématique, de flashback ou quoi que ce soit, vous l'apprenez comme ça, de la bouche d'un personnage, et du coup, comme vous êtes trop vénère, vous allez attaquer une base de l'Empire. Voilà, et c'est tout. Donc il n'y a aucune cohérence, et c'est vraiment déplorable, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans une espèce de... Je sais pas, c'est vraiment problématique. Il y a pas d'élan, ça va pas crescendo, vous avez pas de motivation. Même la relation avec l'héroïne, on va dire, du jeu, le personnage principal féminin, c'est pas possible, quoi. Et il y a vraiment des gros soucis. Bon, je vais arrêter de me plaindre et je vais te laisser un peu parler, Étienne, et puis n'hésite pas à rebondir aussi, Florent, ou à nous poser des questions par rapport à ce qu'on est en train de dire. Bon, je vais être peut-être un peu plus modéré, mais c'est vrai qu'en fait, si on prend juste vraiment FF15, c'est vrai qu'il y a des gros problèmes de narration. En fait, l'un des plus gros problèmes, c'est qu'en fait, une fois que vous avez fini le chapitre 1, vous avez des extraits en fait de Kingsglaive. Donc en fait, Kingsglaive, en fait, c'est une sorte de se situe préquel, mais également ça situe en même temps, même moment. Ça sert d'introduction. C'est ça. Sous le biais donc d'un film en image de synthèse. Donc en fait, ça se déroule un peu en parallèle des événements de FF15 au tout début. Donc en fait, c'est vrai que ça permet vraiment de présenter la situation politique, d'introduire certains personnages comme le père de Noctis, le roi Régis, Lunafreya, justement, qui est vraiment beaucoup plus introduite, et on explique... C'est l'un des personnages principaux du film. Ouais. Du frère, notamment, également, de Lunafreya. Ravus, quoi, voilà, quoi. Voilà. On parlera de sa fin tout à l'heure, mais voilà. Et également du dirigeant de l'Empire de Niflheim. Donc c'est vrai qu'il y a plein de personnages qui sont présentés à ce niveau-là. Donc ça introduit FF15, tout en ayant sa propre trame où on suit l'un des gardes du roi qui s'appelle Nyx, et qui a donc sa petite aventure qui permet également d'introduire la situation, les rapports de force entre Niflheim et le royaume d'Insomnia. Mais voilà, après c'est surtout que toute cette phase introductive est entre guillemets optionnelle. Donc si vous y allez directement en jouant au jeu, on loupe beaucoup de pans de scénario. Alors, justement, tu as raison. C'est vrai qu'on tout ce qui est de l'ordre du background, donc on va dire la base du scénario et de l'univers est manquant. C'est vrai que nous, quand le jeu est sorti, ça a été très largement relayé dans la presse en disant regardez le film, parce que c'est vrai que sinon, et ça avait été montré un peu du doigt d'ailleurs en disant c'est un peu une honte que ça se retrouve pas dans le jeu. Les séquences de Kingsglaive, les quelques extraits qui sont montrés dans le jeu pour qu'on vous explique, ça a été rajouté au dernier moment. C'était c'était pas prévu. C'est-à-dire que ils l'ont au dernier moment, ils se sont dit mince, faut que, comme il y a des gens qui avaient vu Kingsglaive un peu plus tôt et qui l'avaient dit d'accord, et puis mais ça se retrouve dans le jeu ou pas, non, donc bon d'accord, on va rajouter un peu comme ça, comme je vous disais à la truelle, c'est vraiment, mais tout comme ça, on a l'impression que le jeu a été fait finalement de rustine. Et mais alors c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que finalement il se passe beaucoup plus de choses et d'événements dans Kingsglaive, mais finalement ça n'a que peu d'impact
sur le jeu. C'est-à-dire qu'on va vous introduire bien les personnages, mais en dehors de ça, ils ne sont pas développés dans le jeu. C'est-à-dire que vous avez quand même des... Alors déjà, pour situer le contexte, donc tu as dit c'est Insomnia, le pays d'Insomnia qui résiste depuis de nombreuses années. Je crois que c'est de l'ordre de 12 ans, ils le disent, enfin une dizaine d'années, que le pays d'Insomnia est en guerre contre Niflheim. Niflheim, c'est la technologie. Insomnia, ça va être la magie avec le pouvoir du roi qui permet d'utiliser notamment la magie, toutes les armes fantômes. Et en fait, la garde rapprochée dont fait partie le héros Nyx dans Kingslave, et le nom Kingslave et Glaive, en fait, c'est le nom de cette garde rapprochée qui partage, en fait, grâce à son roi, peut utiliser les mêmes pouvoirs, tout comme le prince Noctis peut se téléporter, alors que par exemple ses compagnons, eux, ne peuvent pas utiliser cette technique. Et voilà, le problème c'est que dans le jeu, par exemple, dans le film, Kingslave, il y a un des personnages qui survit à la fin, puisque il y a pas mal de morts dans le film, et le film est plutôt intéressant parce qu'assez sombre, qui est finalement quelque chose qu'on ne retrouve, je trouve que très peu, hormis peut-être à la toute fin du jeu. C'est surtout ça, tardivement. Enfin, on va dire 2 occasions, à peu près au chapitre 9, 10, et à la fin. Alors aussi, l'autre chose qui va pas, justement, c'est par rapport au contexte, si vous voulez. C'est que on est quand même dans une aventure qui est partagée entre 4 potes, puisque vous n'avez que 4 potes, alors que voilà, que 4 personnages, alors que dans les autres Final Fantasy, vous aviez une équipe de 7-8 personnes et vous pouviez alterner et changer les personnages. Vous n'aviez d'ailleurs pas toujours un héros, ça pouvait être un peu partagé au niveau des rôles, on va dire. Et alors que là, c'est clairement le prince Noctis et ses compagnons et ses suivants, qui sont des proches finalement. Et dans le jeu, il y a le personnage, dans le film, il y a le personnage de Libertus qui n'intervient pas, par exemple. Et puis aussi, par rapport au contexte grave, vous avez vos potes qui... alors vous allez avoir des événements comme ça, quand on a parlé tout à l'heure, la mort du roi, quand Noctis l'apprend, il est pas bien. Et puis après, c'est pas grave, on va camper. Le pays est assiégé, c'est la guerre. Et c'est pas grave, ils vont camper, et ils sont des blagounettes entrant au coin du feu, ou ils sont des blagounettes en train de combattre des monstres. Et tu dis, mais d'accord. Et moi aussi, justement, typiquement dans la caractérisation du personnage, quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire que c'est un prince. L'une des grosses thématiques, c'est en gros comment le prince devient roi. C'est-à-dire comment il a cette charge. Alors charge qui est littérale qu'on voit d'ailleurs bien dans Kingslave, c'est-à-dire que comme la magie du royaume d'Insomnia ne tient que par le roi, c'est-à-dire si le roi meurt, la magie s'effondre, et notamment la capitale qui est protégée par un bouclier, et donc c'est tout ce qui est développé dans Kingslave qui montre la chute du royaume, et donc bien sûr la chute du roi. Et comment Noctis va dans sa quête dans le jeu devenir le roi. Et si vous voulez, l'évolution du personnage est totalement merdique, là aussi je trouve, c'est-à-dire qu'on passe du coq à l'âne, c'est-à-dire qu'on doit retrouver à la fois Luna Freya, qui est la grande prêtresse, l'oracle du monde, qui est un petit peu celle qui soigne les gens, qui a un pouvoir mystique, qui est promise à Noctis, qui a récupéré dans Kingslave l'anneau du roi, qui est donc le symbole. Alors là on est carrément c'est un rip-off du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que littéralement il y a vraiment un pouvoir très lourd mais très puissant lié à l'anneau, qu'on retrouve donc tardivement dans le jeu. Donc du coup voilà, c'est comment évolue dans tous les sens du terme, je veux dire physiquement mais aussi mentalement et moralement le héros. Et là pareil, comme il y a des gros blancs si vous voulez au niveau du scénario et des personnages, mais on passe vraiment du coq à l'âne en termes d'évolution du personnage, quoi. Et si vous voulez, moi ce qui m'a choqué, mais dès le début, c'est on est quand même dans un monde qui est en guerre depuis des années. C'est-à-dire que le prince Noctis, depuis son enfance, toute son adolescence, c'est un jeune adulte, il a une vingtaine d'années. Le mec, il est quand même, prince d'un pays qui est en guerre. Tu te dis, il a quand même dû être formé dans cette optique-là, et tu te dis qu'à mon avis, il devrait pas être très joyeux.
Non, non, mais c'est pas grave, c'est un jeune homme tout à fait banal, tout à fait insouciant, et on va s'arrêter, on va aller pêcher, puisque c'est l'un des loisirs préférés du roi, c'est d'aller pêcher. Voilà. Et vraiment, et même dans certaines réactions, c'est l'ado attardé de base, quoi. C'est ah oui, non mais c'est trop dur, c'est trop de responsabilité, c'est trop ceci. Non mais attends, c'est bon, t'as pas 15 ans, t'as une vingtaine d'années, t'as vécu la moitié de ta vie dans un pays qui était en guerre, qui a résisté à un empire. Là, ta ville, enfin ta capitale vient de tomber, c'est pas un spoiler en vrai dire, ton père est mort. T'as un royaume à reconquérir, et à aucun moment en fait dans le jeu, notamment par rapport à sa mise en scène, par son choix de design, etc., tu ne sens l'oppression de l'envahisseur, enfin très peu en tout cas. T'as pas de barrage, t'as très peu de barrages routiers, t'as pas de blocus. À un moment, c'est tout. Ouais, voilà, c'est pas la folie. T'as pas. Et alors, ça s'explique aussi puisque finalement, comme on est surtout dans des zones naturelles et que tu as très peu de villes. Forcément, c'est surtout dans les points de ville. Après, c'est essentiellement des petits relais et des petites stations essence, puisque on ne l'a peut-être pas précisé tout à l'heure, avec la Regalia, on est obligé de faire le plein de la Regalia régulièrement. Bon, ça coûte pas très cher. C'est 10 gigs le plein, donc c'est rien du tout, quoi. C'est rien du tout. Alors là aussi, moi je t'avais déjà dit, ça m'avait choqué. Donc là vraiment, on est dans l'idée de l'avoir l'image effectivement des États-Unis, c'est-à-dire des grandes zones routières avec des stations à essence espacées, mais ça coûte rien de faire le plein et puis basta. Sauf qu'on est dans un pays en guerre, donc et qui vient justement d'être envahi. Tu dis, au niveau approvisionnement, au niveau de l'essence, ça doit quand même pas être la panacée, quoi. Et là, non, pas de problème. Alors ça éventuellement, si ça avait été expliqué, du genre, je sais pas, le carburant, c'est vraiment, même si on est en guerre, on en a tellement à profusion que c'est pas un problème. Mais non, c'est même pas dit. Et tu dis, pour moi, c'est con, hein. Je veux dire, j'en ai entendu parler nulle part dans tous les commentaires sur Internet, mais moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a choqué. Tu dis, comment c'est possible ? Comment c'est possible, éventuellement, que l'armée de Niflheim ne prenne pas, même si c'est des petites stations, pourquoi c'est quand même vachement important de prendre en possession des points de ravitaillement, quoi. Ça paraît la base, quoi. Même et notamment dans un pays qui est occupé. Donc voilà, à aucun moment on a je trouve, dans le scénario, on a ce sentiment vraiment d'oppression qu'on devrait avoir par rapport au background du jeu. Mais c'est vrai que si on n'a pas vu Kingsglaive, finalement c'est à peine si c'est traité dans le jeu. C'est torché en 2-3 scènes, et c'est des scènes de dialogue bateau, on va dire, quoi. Et puis et tout le jeu est un peu traité comme ça, et malheureusement le roi Régis, on n'en entend quasiment plus parler. Il y a 2-3 scènes, 2-3 flashbacks au départ, et puis après ça aurait pu être quelque chose de récurrent dans le jeu, justement dans l'évolution du héros, de voir, et on le voit d'ailleurs par rapport à la production d'avant. Moi je me souviens forcément c'est un jeu que j'attends depuis 10 ans, donc j'ai suivi un peu tout ça, donc il y a des pans entiers de séquences qui étaient montrées avant, qui ne sont pas dans le jeu. Voilà. Et du coup, c'est quand même problématique, quoi. Que la zone de guerre et le pays d'où viennent, la région d'où viennent Nyx et Libertus dans Kingsglaive ne soit même pas accessible dans le jeu, je trouve que c'est une aberration aussi, clairement. Le fait est que tu puisses pas revoir Libertus d'une manière ou d'une autre, qui aurait pu avoir une importance ensuite dans le scénario et justement faire le lien principal avec Kingsglaive. Non. Mais même dans le jeu, on a un personnage qui a un peu un rôle de mentor, qui est Cor l'Immortel. Cor l'Immortel, vous l'avez au tout début du jeu, et il passe le reste. On le revoit un peu plus tard. Apparemment, il a un lien dans l'épisode, le DLC payant, donc sur le personnage de Gladiolus. Et justement, j'aime beaucoup ce commentaire que j'ai lu que j'ai vu sur Gamecult, quand Pouillot, qui a testé qui avait testé le jeu de base et qui a retesté le DLC, en parle. Il dit en fait ça double. Le DLC dure 1h30, hein, ça double le temps de présence de Cor l'Immortel dans le jeu. Voilà. C'est-à-dire que Cor l'Immortel, après, qui est quand même censé être
un vétéran de la guerre, le mec badass qui a survécu un peu à tout. Bah, le mec, il passe les 3/4, enfin même 90% du jeu en fait sur une chaise dans une vieille cabane complètement reclus, et apparemment il n'a aucun impact scénaristique, alors que ça aurait pu et dû être un moteur justement dans ton, justement quand on commence le jeu, il est là et tout, on dit ah bah voilà ça va être un des personnages clés du jeu. Non, après totalement zappé. On peut penser donc au personnage de Ravus, donc le frère de Lunafreya, qui donc lui est hostile au prince Noctis et à Insomnia, puisqu'il considère donc que son pays qui était un allié donc d'Insomnia, qui était le royaume de Tenebrae, qui est un royaume tout petit qu'on voit très succinctement dans le jeu, est donc au départ hostile et il pense qu'il est finalement plus légitime que Noctis. On le voit essayer donc dans le film l'anneau et voir qu'il il n'en est pas digne. Donc clairement, quand vous n'êtes pas digne de l'anneau, vous brûlez. Littéralement vivant. Alors moi j'avais fait par rapport au film, je m'étais trompé, je pensais qu'il était mort. Et non, en fait, il y a juste son bras le bras d'où il avait mis l'anneau qui est brûlé, et donc il a un bras cybernétique. Mais le mec, qui est quand même une espèce de à la fois d'otage et de vassal de l'Empire, devient, dans le courant du jeu, tu l'apprends comme ça, au détour d'une phrase, devient grand général des armées. De tout le jeu, il y a une scène où on voit l'empereur et ses généraux discuter en tout début de jeu. Ça, dans tous les FF ou dans les jeux généralement de nos RPG en général, où vous avez des antagonistes forts comme ça, généralement vous avez toujours des séquences du genre pendant ce temps-là, voilà ce qui se passe du côté des méchants, pour justement contextualiser le propos, montrer l'évolution du scénario, etc. Là, ça n'arrive quasiment plus de l'aventure, ce qui est aussi une connerie monumentale, une de plus. Et Ravus, on apprend qu'il devient, alors j'adore l'évolution de son personnage, on apprend qu'il devient donc grand général des armées. Après on le voit une fois vraiment dans le jeu en vis-à-vis des héros, et il n'y a pas de combat qui s'engage, mais alors là aussi l'explication du fait qu'il n'y a pas le combat qui s'engage, c'est complètement débile. Donc en gros il vient nous dire vous n'êtes pas digne, etc. Et au final, alors attention, pirouette cacahuète, arrivé à la fin du jeu, on le retrouve, on l'affronte, on le retrouve déjà mort au départ, avec, du coup, comme on n'a pas eu de scène avec lui, mais alors texto, des notes, c'est-à-dire il a écrit des lettres à sa sœur pour décrire sa pensée. Et sa pensée, alors là, est tout autre, c'est-à-dire que, entre guillemets, je sais plus, j'ai déjà un peu oublié, mais en gros, il s'est rendu compte de ses erreurs, et en fait, il a compris que Noctis était digne. Et en fait, il a justement l'une des épées qu'on récupère, qui est des armes fantômes, c'est lui qui l'avait récupérée. Et du coup, en fait, il avait récupéré non pas pour du genre pour vous la chourer et vous dire viens la chercher, etc. Non, c'est en fait c'est pour vous qu'il a été la chercher et qu'il l'a gardée, etc. Donc finalement, c'est vrai que ça aurait pu être pas mal, c'est-à-dire c'est une espèce de rôle ambigu, de double agent en quelque sorte, de se dire non, en fait depuis tout ce temps-là il a peut-être joué la comédie pour entre guillemets se faire bien voir de l'Empire, mais en fait il a toujours voulu que Noctis réussisse, il a toujours été du côté d'Insomnia, tout comme sa sœur, alors que c'est pas honnêtement du tout évident par rapport aux séquences qu'on peut avoir dans le jeu, quoi. Donc on a, je crois, vraiment au détour d'un dialogue de PNJ, donc ça faut tomber dessus quand même. Dans le chapitre où on est à Tenebrae, on apprend qu'effectivement il a été emprisonné. Quand nous on arrive donc à la capitale de l'Empire, qui est une capitale en ruine, ça aussi c'est complètement, c'est expliqué mais quand même vachement expédié, et il n'y a aucune mise en scène, alors qu'on pourrait avoir une cité complètement en flammes, etc. Et non, c'est des couloirs, des ruines, on a l'impression d'être dans une vieille usine ou un truc comme ça. Bon, après c'est aussi un peu l'effet recherché, c'est un peu un chapitre sur un peu la peur et l'infiltration, mais ça marche assez mal. Et on arrive et puis il est mort et on sait pas pourquoi il est mort. Bon, apparemment ça a été modifié, puisque c'est un chapitre, le chapitre 13 du jeu, où vous avez beaucoup de révélations,
mais qui est un chapitre assez long et qui a été extrêmement décrié, et à tel point que du coup les développeurs ont dit on va le corriger, et ils l'ont corrigé récemment. Et alors je n'ai pas refait le chapitre, mais vous pouvez, si vous voulez, enfin c'est à tel point, là encore quand on dit ça à la truelle, c'est-à-dire que le chapitre est à part. Sur l'écran principal du jeu, vous pouvez sélectionner et jouer à ce chapitre, et on vous dit vous pourrez pas sauvegarder, en gros vous pourrez faire le chapitre comme ça, mais vous pourrez pas sauvegarder dedans ou un truc comme ça. C'est un peu du délire aussi. Et apparemment, enfin en gros les retours qui en ont été faits, c'est en gros oui il y a 2-3 rajouts, et non ça ne vaut pas du tout le coup. Ça facilite un peu la progression, mais ça ne vaut pas du tout le coup. Mais du coup voilà, à l'heure actuelle je sais pas si les gens qui jouent au jeu ont droit à ce chapitre dans le cours principal, est-ce qu'ils ont le choix aussi, ou est-ce que non, c'est vraiment, ça a été rajouté de manière annexe, et du coup là encore c'est complètement aberrant. Donc voilà. On va peut-être essayer de finir en parlant vite fait de vos expériences respectives, par exemple en quelques mots décrire ce qui vous a le plus vraiment sorti du jeu, ou le plus déplu dans le jeu, quelque chose qui vraiment vous a fait moins aimer le jeu que les autres Final Fantasy. Je sais pas, par exemple une expérience parmi d'autres qui vraiment de façon rébarbative vous a vraiment sorti du jeu, ou vous a fait dire que vraiment le jeu était vraiment pas à la hauteur de sa réputation ou de son héritage. Vas-y Étienne, j'ai le nom d'en parler. Moi je suis plutôt bon public, donc en règle générale c'est vrai que c'est vraiment après discussion avec Thomas que vraiment oui, c'est vrai qu'il avait remarqué beaucoup plus de petits détails, par exemple comme il a dit pour la narration, l'essence, etc. Les blocus, mais c'est vrai qu'après je pense que pour l'essence, le blocus, etc., je pense que c'était plus une volonté de garder un open world avec le moins de limites possible pour le joueur, qui puisse vraiment avancer à son aise. Mais on est d'accord que dans ce cas-là, faut que ce soit quand t'es censé avoir une ça va quand c'est un monde bac à sable, tu vois, où c'est un peu what the fuck. Mais quand t'es dans un jeu où t'es censé avoir autant de scénarios, et par rapport au contexte, faut l'expliquer. Tu peux pas, tu peux pas avoir cette dichotomie entre d'un côté l'histoire qui est comme ça, et puis de l'autre, vas-y amuse-toi, parce que là, effectivement, c'est un des points qui peuvent faire énormément sortir du jeu. Mais c'est vrai qu'en fait c'est un jeu qui en fait a le cul entre deux chaises, dans le sens où on a un peu un gameplay, un MMORPG, l'ajout de DLC, l'épisode de Gladiolus qui est sorti il y a quelques jours, prochainement, courant de l'année, celui de Ignis et de Prompto. Donc en fait c'est des ajouts qui sont un peu comme des extensions qu'on pourrait trouver dans un MMO, qui font partie du scénario mais qui sont annexes sans être indispensables. Il y a eu l'ajout en début d'année du festival Chocobo Mog, donc qui était sympathique, un peu des attractions courses de chocobo, ou des attractions un peu comme dans un carnaval ou dans une fête foraine. Donc ça ajoutait des choses, mais vraiment c'était plus un délire qu'autre chose, ça ajoutait rien de et en plus c'était un événement à durée déterminée, donc qui s'est étendu de fin janvier à fin février, et donc maintenant vous n'y avez plus du tout accès. Donc je sais pas si remettront le couvert à un moment ou un autre, mais c'était vraiment on vous ajoute ça, vous y jouez maintenant, parce qu'après sinon ça vous passe sous le nez. Idem pour un peu après ça l'ajout de quêtes annexes secondaires avec des chasses, notamment le premier c'était avec des pampas. Ça durait sur l'espace de 1 semaine, idem. Vous avez intérêt à faire la quête à ce moment-là, sinon après, vous l'avez dans l'os. Et sachant ils avaient même rajouté en dessous la quête en disant, voilà, la prochaine quête aura lieu à telle date, mais ça peut être changé plus tôt, sans avis préalable. Vous y prenez pas la veille, entre guillemets, pour faire la quête, sinon vous avez des risques de surprise. Il fallait vraiment le faire à ce moment-là. Donc c'était même, je me suis fait avoir la dernière fois, la dernière quête, je sais pas s'ils en ont rajouté une depuis, c'était contre le roi Behemoth, je l'avais fait. Une semaine après, je vous dis, tiens, va y avoir la nouvelle quête. Pas de nouvelle quête. Après, il y a un petit travail de communication qui est pas excellent à ce niveau-là, faut se renseigner par soi-même. Donc c'est super sympa, entre guillemets, sachant que maintenant,
la plupart des DLC se font, les mises à jour se font automatiquement. On est sur un en règle générale, la plupart d'entre nous avons accès à Internet. Voilà, ça se fait assez facilement. C'est ça que je trouve un peu regrettable à ce niveau-là. Donc on ajoute du contenu à un temps temporaire et qui après on ajoute, on enlève sans alors que ça aurait très bien pu passer. On rajoute ça, une petite note explicative à un moment ou un autre pour dire voilà. Oui, un bandeau sur le comment dire l'écran titre où ils disent nouveauté, nouveau DLC. Ou même de telle date à telle date, quoi. Ou même rien que sur l'écran d'accueil où on peut choisir sauvegarde, etc. Charger, de rajouter les nouveautés, actualités, ça aurait été beaucoup plus simple, bordel. Là, t'es obligé de charger le jeu pour voir qu'il y a une nouvelle quête ou qu'il n'y a pas eu, ou de voir que. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui passent complètement au travers de ça. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui avait eu un commentaire sur GameFAQs que je partage où il disait moi, des fois, j'ai envie de jouer un jeu à un tel moment. Oui. Voilà, dans mon envie, et j'ai pas envie d'y retourner. Moi j'étais un peu pareil. Je suis il y a la nouvelle quête, je vais la faire pour pas passer à côté. Moi j'aime bien faire. En règle générale, quand je fais un jeu, j'essaie de le faire au maximum à fond. Donc je me suis dit je vais faire la quête. Mais voilà, c'est un peu je sors le jeu, je le remets, je fais, je le re-range. Ça c'est vraiment, c'est un peu casse-pied quoi. Alors, on peut dire que d'un côté, c'est louable de continuer à alimenter le jeu. Ça, c'est un truc qui est intéressant, mais c'est vraiment quelque chose qui, j'ai envie de dire, plus typique du MMORPG. Alors que c'est pas un MMORPG pour. Alors le problème c'est qu'en fait c'est en train de devenir une nouvelle tendance dans les jeux. C'est ce qu'ils appellent les jeux services. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, pour un Final Fantasy par exemple ça ne marche pas, mais d'ailleurs Square Enix a clairement annoncé que leurs prochains jeux seront un peu pareils, c'est-à-dire les gros éditeurs, on peut penser à Ubisoft, Electronic Arts, Activision ou autres, en fait sortent, et notamment c'est une grosse politique chez Ubisoft, c'est finalement de sortir moins de jeux, mais des gros jeux, et des jeux qui vont être alimentés en fait dans le temps par tous les mois ou tous les trimestres par plus ou moins d'ajouts de contenu essentiellement gratuits mais parfois payants, et on peut penser donc par exemple à Hitman qui est sorti chez Square Enix, qui avait cette politique en fait vous achetiez le jeu par niveau. Voilà, il y a, je sais plus, 6 ou 8 niveaux. Le jeu est très bon, il a reçu de très bonnes critiques, etc. Mais je crois que c'était, je dirais bêtise, mais c'est tous les mois ou tous les 2 mois, vous aviez un nouveau niveau. Et là, ils l'avaient annoncé comme ça au départ, ça avait été très décrié. Finalement, le jeu s'est trouvé excellent, donc du coup, ça a calmé un peu les gens. Et oui, c'est ça, vous achetiez une espèce de pass et tous les mois, vous aviez un nouveau niveau. Et puis maintenant, vous pouvez acheter le jeu entier. Voilà, pour ceux qui voudraient. Tout comme parfois on a ce qu'on appelle les éditions GOTY, etc. avec tous les jeux, tous les DLC payants qui arrivent au bout d'un an ou deux. Mais là, c'est encore autre chose. Et effectivement, c'est une politique, c'est ce qu'on appelle les jeux services, qui arrivent de plus en plus. On peut penser à For Honor chez Ubisoft récemment, tous les Tom Clancy, Wildland, Ghost Recon et tout ça qui marchent un peu sur ce principe. De nouveaux trucs, de nouveaux. Exactement, des nouveaux challenges pour en fait garder les joueurs sur le jeu. Et puis de manière peut-être un peu comme certains MMO, peut-être pas avec du contenu payant ou un abonnement, mais avec des trucs cosmétiques. Vous faire cracher au bassinet un peu plus d'argent. Et donc on est dans puisque les MMO sont en perte de vitesse, on est dans cette nouvelle génération de jeux. Et c'est ce que en fait Square Enix a déjà expérimenté, mais côté japonais a expérimenté avec Final Fantasy XV. Et ils ont clairement annoncé qu'ils comptaient à la fois continuer à alimenter FF15, puisque là ils ont parlé notamment le méchant aura le droit normalement à son propre DLC, à son propre chapitre comme les héros. Pourquoi pas en un sens, notamment si ça permet de mieux expliciter. C'est ça qui est frustrant, parce que notamment c'est un méchant, je pense, qui est pas inintéressant, mais il est tellement mal exposé, tellement mal présenté et autres, que on peut pas le détester ou le
enfin voilà, pendant Comme faut il a dire- une faut dire- attitude ambiguë pendant Mais tout, c'est ça. voilà. pendant une partie de l'aventure, il vous aide. Alors on sait que c'est pas enfin qu'il y a quelque chose, il y a un côté manipulation, mais il vous aide. Et puis à un moment, baf, il tue un personnage comme ça, paf, mais de manière un peu wouh. Et là, d'accord, on sait que c'est le méchant. Voilà, c'est vraiment fait à vraiment n'importe comment. Et du coup, pourquoi pas, peut-être que c'est un DLC aussi qui permettra de... Mais voilà, c'est une nouvelle politique et malheureusement on risque d'en bouffer maintenant déjà, dans pas mal de jeux. c'était un peu avant, hein, ou également annoncé, enfin je sais pas si ça sera concrétisé, je pense plus ou moins que si, déjà rien que pour FF7, où ils avaient déjà dit qu'ils avaient prévu de sortir ça par morceaux. Ah oui, complètement, ouais. Bah non, enfin bon, ça se justifiait plus dans le sens de l'équipe de développement, mais bon après, bon... Moi, On verra c'est bien. le fait qu'ils aient décidé d'avoir un gameplay action aussi puisque c'est Nomura donc maintenant qui est passé sur ce projet-là, de faire un remake de FF7. On a plus ou moins l'équipe d'origine, mais du coup, non, on abandonne complètement le tour par tour. On passe dans un gameplay action en temps réel avec des éléments destructibles et apparemment le système de magie et tout ça qui va être aussi totalement repensé. Alors que quand même, faut aussi dire quelque chose. J'ai oublié peut-être de le préciser tout à l'heure, enfin ne pas avoir assez appuyé dessus. Dans tous les Final Fantasy, vous avez quand même une part assez importante du jeu où vous avez donc accès à des magies, à des invocations qui sont extrêmement puissantes et impressionnantes. Voilà, enfin ça fait partie depuis maintenant tous les épisodes 3D, notamment au niveau des invocations de quelque chose de récurrent. Et là, la magie est très 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 mal intégrée. On voit que ça a été justement pensé, ça a été rajouté après coup, mais c'est très mal pensé. Voilà, par exemple, l'aberration la plus totale, c'est que c'est ce qu'on appelle une magie friendly fire, c'est-à-dire que si vous êtes dans la zone d'effet du sort, vous prenez aussi des dégâts. Étant donné qu'on est sur un gameplay extrêmement action et au corps à corps, dès que vous jetez une magie, vous êtes obligé de blesser vos partenaires et en plus parfois de vous blesser vous-même, donc c'est quand même débile à souhait quoi. Et aussi les systèmes d'invocation, donc invocations qui font partie inhérente de l'histoire et justement de récupérer la bénédiction des divinités du jeu qui sont des la cosmogonie du jeu, justement, vous l'apprenez par des livres qui sont disposés et que vous pouvez lire dans des endroits, genre déposés sur des bancs, etc., dans les villes. Donc en gros, vous pouvez complètement passer à côté. Puis bon, ça reste assez succinct. Et dans le jeu, vous avez donc techniquement 5 invocations, puisqu'il y en a une 6e, mais à proprement parler, a priori, il n'y a pas moyen de l'invoquer. Et de tout le jeu, on en avait parlé, Étienne, je me souviens, de tout le jeu, je n'ai qu'une invocation qui est sortie. Alors sachant que les invocations, ce n'est pas vous qui les gérez, c'est de manière aléatoire, c'est généralement quand vous êtes en difficulté. Généralement, mais en fait ça veut rien dire du tout. Ou donc, si le combat dure trop longtemps, je crois, des fois, à certains moments. C'est ça, oui, puisque finalement, comme il y a très rarement où vous êtes en difficulté, il n'y a que quand le combat dure que vous pouvez avoir l'invocation qui vient. Et moi, pendant tout le jeu, j'ai eu la même, c'est la deuxième qu'on récupère, c'est Ramuh, et je n'ai découvert les autres que lors d'éléments clés de l'histoire où elles apparaissent. Et il n'y a que post-game, dans le chapitre 15, que j'ai eu l'occasion d'avoir une fois la vocation de Léviathan. Donc là aussi, tu te dis, mais comment ils ont codé ça pour que... c'est pas possible, quoi. Tu devrais avoir un roulement, etc. Après, je sais plus, je crois que j'avais lu quelque part qu'il y avait peut-être certaines conditions spécifiques pour certaines. Mais j'ai pas regardé plus que ça. Tu vois, tu dis, c'est vraiment des conditions très spécifiques pour que tu fasses le jeu entier sans que tu aies la vocation une fois, quoi. Et encore, s'ils n'avaient pas été intégrés dans des séquences on va dire cinématiques, mais c'est pas vraiment le cas, de mise en scène du jeu, on les aurait pas vus du jeu. Alors que c'est censé aussi quand même être un des points les plus importants, un des points Final clés. Fantasy.
pour un Final Fantasy en général et par rapport au scénario, parce que en gros tu récupères le pouvoir du roi à la fois par rapport aux armes fantômes dont on a parlé au début, mais aussi en récupérant la bénédiction, donc des signes divinités qui sont censés, si tu veux, t'accorder leur pouvoir, et donc que tu es censé pouvoir invoquer pour entre guillemets te dire bah oui, vous êtes 4 gars contre un empire, comment on fait pour parce qu'à aucun moment il y a aussi l'idée d'une rébellion ou d'une guérilla ou tout ça qui, enfin très très peu c'est évoqué avec Cor l'immortel, quoi. Oui, voilà, où en fait normalement il est censé enquêter pour trouver les tombeaux, et également une des lieutenants, je sais plus comment chercher elle s'appelle, la résistance, etc. Mais voilà, bon. et puis la sœur de Gladio qu'on voit aussi un peu, mais c'est très très léger quand même. Enfin, puis vous êtes une bande de même pas 10 personnes, quoi. Tu fais, c'est un peu risible. Alors qu'en sous-main, c'est vrai, quand t'entends les PNJ ou tout ça, les gens justement disent ah oui, on est empressé par l'Empire, ah oui, c'est bien qu'il y ait des gens qui attaquent leur base militaire, etc. Mais au final, t'as pas trop cette impression pendant le jeu. Et puis voilà, il y a vraiment une accélération à la fin. Alors moi, du coup, juste voilà, par rapport à ta question de tout à l'heure, parce que bon, on a très très largement parlé de l'histoire et des personnages. Moi, un des trucs qui m'a le plus déçu. Alors paradoxalement, j'ai aimé le jeu, hein, je veux dire, j'ai pris du plaisir à y jouer, etc. Si on prend l'élément comme ça, c'est vraiment un jeu qui est pas désagréable. Mais moi, un des vraiment points centraux qui m'a fait un peu sortir du jeu, c'est la caméra. Quand on est quand même dans un jeu très orienté action. Alors après, on peut régler la vitesse de la caméra, la vitesse de suite, etc. Ça permet d'atténuer un peu cette mauvaise impression, mais dans tous les intérieurs, il y a quand même quelques passages importants de l'histoire où on est dans des grottes, etc. La caméra, elle est en PLS, quoi. Elle part dans tous les sens, et du coup l'action qui est parfois déjà illisible par rapport à la profusion de personnages, enfin d'ennemis à l'écran, c'est honnêtement pas toujours évident, j'ai trouvé. Et puis parfois on tape, enfin voilà, il y a une espèce d'inertie qui fait que on se fait frapper alors qu'on aurait dû être en garde, puisqu'on a possibilité de garder et de contre-attaquer. Pourtant le laps de temps est relativement permissif pour la garde, mais parfois ça marche pas, ou alors tu te fais enchaîner par les ennemis parce qu'ils ont tous la même animation, donc il y en a un, tu vas peut-être te garder, et puis l'autre qui est juste après, bah non, tu auras de toute façon pas le temps, donc tu vas te faire enchaîner pour peu qu'il y en ait un troisième, enfin voilà, t'en sors plus. Donc des petits, bon après ça reste des petites erreurs, mais c'est vrai que ça fait un peu sortir, mais voilà, surtout la caméra qui parfois est vraiment un peu rageante, surtout comme tu peux te téléporter, etc. Par rapport au pouvoir de Noctis, vraiment parfois la caméra elle a du mal à suivre. Enfin moi je sais que parfois je me suis téléporté un peu dans le vide, j'arrivais plus à prendre les points d'accroche de l'éclipse, ou inversement je cherchais pas à me téléporter et puis je me retrouve téléporté, donc ça peut être extrêmement frustrant, et du coup voilà, le gameplay est pas mal, mais il est pas carré, mais bon ça fait partie des problèmes de level design en fait du jeu, puisqu'ils sont partis dans une autre direction, et du coup ça s'imbrique assez mal, quoi. Ok, et est-ce qu'il y a un truc, si vous deviez faire ressortir un truc du jeu qui soit bien, je veux dire qui soit un bon point pour le jeu, qu'est-ce que ça serait pour vous? Sa musique. La musique du jeu. La musique est vraiment bien. Elle est faite par Yoko Shimomura, qui est une compositrice très ancienne et très célèbre, puisqu'elle a notamment travaillé sur Street Fighter 2 par exemple, il y a maintenant 25 ans de cela. C'est elle qui a fait la plupart des bandes son des Kingdom Hearts. Elle avait notamment officié sur Legend of Mana, donc elle bosse beaucoup chez Square Enix et puis aussi chez d'autres éditeurs. Elle fait beaucoup de musique au piano notamment. Alors moi je sais que en général je suis pas hyper fan de ses musiques, mais là vraiment elle a fait, après j'ai envie de dire elle a eu 10 ans pour le faire, mais elle a vraiment fait un travail remarquable, et les musiques du jeu, on parle pas des musiques complémentaires des autres FF, sont vraiment bien, et de manière générale tout ce qui est de l'ordre des panoramas du jeu, moi j'ai été bluffé, c'est par la lumière. Les effets de lumière du jeu sont très très impressionnants, avec le lever et le coucher du soleil,
enfin, honnêtement, j'ai plissé les yeux, quoi, comme si je voyais vraiment le soleil. Il y a vraiment des effets qui sont superbes. Voilà, il y a vraiment des moments de grâce dans le jeu. Il faut quand même le préciser, mais qui sont quand même pas mal plombés, quoi. Et toi, Étienne, est-ce que tu as un élément que tu ressortirais du jeu comme étant le meilleur argument pour toi de vente du jeu ? Qu'est-ce qui fait que ce jeu puisse attirer un public à la fois ancien ou nouveau, n'importe, mais qu'est-ce qui pour toi ressort le plus quand tu penses à un bon argument de vente pour ce jeu ? Alors après, j'ai envie de dire, je pense que c'est plutôt un tout. Ça permet d'avoir des aspects complémentaires, d'avoir un grand open world, mais aussi avoir pas mal de quêtes. Bon, on a beaucoup de quêtes, je pense aussi que c'est à partir de l'épisode 13 où il y a eu, pour le premier épisode, de nombreuses critiques à ce sujet. Donc dans le 13.2, on en a retrouvé à profusion, là on en trouve quantité, les quêtes de chasse, les demandes de PNJ, il y a de quoi faire. Les petits trucs annexes aussi, la pêche est plutôt sympa au final. Un petit peu, il y a un petit temps de prise en main, mais après voilà, une fois qu'on a compris le système, c'est assez rapide et plutôt sympa. Notamment les poissons qu'on peut pêcher peuvent être utilisés pour la cuisine, ou ça permet de trouver de nouvelles recettes. La bouffe est super bien faite. Voilà, c'est ça. Ils ont vraiment, je crois, c'était vraiment pensé aussi dans l'idée de faire des plats qui seraient presque mangeables pour nous. Donc enfin bon, visuellement c'est bluffant. Quand on voit par exemple Ignis qui pose l'assiette sur la table, on fait bon appétit, quoi. Voilà. C'est quasiment photoréaliste. Voilà, c'est D'accord. ça. C'est vraiment. Ils ont un souci du détail assez important. Voilà, c'est ça. Ben voilà. Mais c'est là où tu dis c'est aberrant d'accorder autant de détails, on va dire, à ça, et puis d'avoir d'autres gros défauts en parallèle, quoi. Donc voilà. Donc moi franchement j'ai bien aimé le jeu. Après il y a quelques temps morts, surtout vraiment au niveau du chapitre 13 où c'est assez long. Enfin bon, on change un peu de gameplay, ça se justifie par l'endroit où on est, etc. et les éléments scénaristiques. Mais bon... le pire, moi, c'est, je t'avais dit, en fait, comme j'ai fait le jeu après toi et quelques mois après sa sortie, j'avais très largement entendu parler du côté négatif du chapitre 13, et au final, j'ai presque bien aimé, en fait. C'est vrai qu'il est long, très long, mais au final, j'ai trouvé que dans un sens, à la fois par les révélations, un peu sporadiques et puis hachées qu'il donne, et effectivement l'ambiance qu'il veut donner, j'en avais vraiment tellement entendu parler négativement que j'ai trouvé ça pas si mal que ça. En fait, moi, c'est surtout que j'étais, je devais être genre niveau 70, donc ce qui faisait qu'en fait, normalement, c'était prévu pour les quêtes, aussi bien de chasse et autres, on a un niveau qui est indiqué, recommandé. Et moi, j'ai été très largement au-dessus, donc ce qui faisait qu'en fait, on pouvait pas se battre de manière classique, mais comme j'étais tellement à un haut niveau que en fait les ennemis pouvaient me blesser mais sans trop m'inquiéter. Donc il n'y a pas l'aspect oppression qu'on pouvait avoir qui a un peu essayé d'être recherché à ce moment-là. Donc voilà, c'était plus par rapport à ça. Mais... Et est-ce que est-ce que ce 15e épisode, du coup, ce versus 13 qui est muté en 15e épisode, est-ce que c'est un digne héritier de la saga Final Fantasy finalement, sachant que je sais que c'est des histoires qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres, mais est-ce que dans l'esprit c'est un digne héritier, ou est-ce que c'est un nouveau chemin qui s'ouvre? C'est une question un peu difficile. Ouais. C'est intéressant en voyant, de voir la perspective avec les autres, mais c'est vrai que, on passe le premier épisode de FF13. En fait, lui, c'était couloir. Et à la fin du jeu, ça faisait un peu l'effet inverse d'un entonnoir. On arrivait dans le open world. Là, dans FF15, on commence avec le open world et ça se rétrécit au fur et à mesure et on suit un couloir au final. Donc c'est... Après, c'était plus à la fin, fallait finir, etc. Donc on retrouve de nombreux aspects des anciens épisodes, les invocations, la magie, qui est un peu spéciale, qui en fait limite assimilable à des items. On retrouve des éléments des anciens, mais c'est vrai que l'univers est assez... on retrouve un peu le mélange magie,
technologie dont on parlait dans les anciens, mais c'est vrai que c'est... au niveau de la gestion, c'est un peu différent. Donc, en soi, ça reste un Final Fantasy pour moi qui est assez honorable, mais qui, comparé à tout le temps de développement qui a été fait, ne répond pas à toutes les attentes. D'accord. Voilà, c'est surtout ça. S'il avait été un temps de production moins long, mieux géré, je pense que les critiques seraient beaucoup plus acceptables. Voilà, on pourrait dire, voilà, ça se justifie. Mais il y a eu tellement de choses, comme Thomas l'a expliqué tout à l'heure, la gestion a été assez chaotique. Donc, ce qui fait qu'on a un épisode qui est un peu qui brille par de nombreux aspects, mais en demi-teinte. Voilà. D'accord. Et toi, Thomas, du coup, est-ce que tu trouves également que... C'est la question que je posais à Étienne, c'était est-ce que ce Final Fantasy XV... est-ce que c'est un digne héritier ? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un digne héritier de l'esprit Final Fantasy, ou est-ce que c'est un nouveau chemin qui s'ouvre ? Alors, vaste question, je suis assez d'accord avec Étienne, je suis assez d'accord aussi avec ce qu'il a dit. Moi je nuancerai mon propos, hein. J'ai été extrêmement négatif, mais c'est aussi une position que j'avais envie de prendre. Final Fantasy XV avant tout reste un jeu correct, voire un bon jeu, et on prend du plaisir avec. Après voilà, on a largement expliqué le fait est que il est très bancal et du coup c'est un problème. Alors c'est un problème parce que dans les Final Fantasy nous ont d'abord habitués à un niveau d'excellence. Que ce soit toujours une claque graphique, mais aussi un gameplay, un système qui était toujours carré, des personnages attachants, des méchants charismatiques, des univers fantastiques qui nous faisaient rêver, quoi. Et là, on n'a pas tout ça. On est dans autre chose. Je pense qu'effectivement, de par sa production difficile, faut pas s'en cacher. Nomura au départ, quand c'était Versus 13, c'était un épisode de spin-off limite, et c'était c'est presque, si vous voulez, ça aurait pu ne pas s'appeler Final Fantasy, et il était vraiment parti dans son délire, et ça a vraiment grévé. À partir du moment où ils ont choisi de l'appeler Final Fantasy XV, d'en faire un épisode numéroté, pour moi c'était déjà à l'époque, malgré les attentes que je pouvais avoir du titre et par rapport à la connaissance déjà que j'avais de cette production totalement chaotique, je savais que c'était pas de bon augure. Et si vous voulez, Final Fantasy par exemple a toujours eu des personnages féminins forts. Là il y en a pas. Enfin, je veux dire, il y a Lunafreya, mais Lunafreya, de par son rôle, je veux dire, hélas, est beaucoup trop secondaire. Alors que ça devrait être un personnage de premier plan. Il y a le personnage d'Aranea qui est, on va dire, le seul personnage féminin jouable qu'on a dans le jeu à un moment, qui est moi par contre que j'ai adoré, voilà, mais parce que mais bon. Le peu de temps qu'on a, elle est hyper charismatique, voilà, et pourtant c'est aussi un personnage relativement secondaire, mais elle est voilà, le peu de temps qu'elle est là, elle est très bien. Et donc non, la réponse clairement à tes questions, c'est non. C'est un peu compliqué parce que pour remettre dans le contexte, les Final Fantasy se renouvellent tellement à chaque fois que en fait, on en parlait en préparant l'émission, ça fait très longtemps que les Final Fantasy sont décriés. En fait, à partir de l'épisode 8 surtout, vraiment quand après le 7, il y a eu cette notoriété internationale pour la série, comme c'est le premier à être sorti chez nous, et puis même les États-Unis n'avaient pas eu tous les précédents épisodes. Il y a vraiment eu une attente du public, et c'est à ce jour le 7 reste le plus vendu de tous les FF. Et quand le 8 est sorti, il a déçu une partie des gens par ses choix. C'est plus une question de goût et de couleur que vraiment de problèmes comme peut y avoir sur FF15. Finalement, même jusqu'au 13 qui est très décrié aussi, c'était un parti pris, mais au final le jeu était un peu bancal sur sa fin aussi. On sentait qu'il avait été coupé pour finir assez rapidement, mais en dehors de ça, on sentait vraiment toute une mythologie, puisque vous aviez une encyclopédie dans les menus. Enfin, il y avait vraiment ils avaient énormément développé le background, et ça on le ressent pas dans FF15. Alors c'est une espèce de jeu un peu bâtard, un peu hommage, où on essaye de faire
à la fois du neuf, de s'inspirer de ce qui marche, mais là ils sont complètement à côté de leur plaque. On essaye de faire plaisir aux anciens fans de FF. C'est sympa, mais ça marche pas tout à fait. On est vraiment dans un jeu, voilà, un peu ainsi à trop de chaises, un peu bancal. Mais ça s'explique par rapport à sa production, et c'est pas un bon FF. C'est pas, voilà, ça aurait été un jeu qui aurait dû rester un spin-off. Et là, comme l'a dit Étienne, on n'aurait pas fait tout ce pataquès. Mais là, finalement, il y avait tellement d'attentes. Et en fait, ça a été aussi une grosse erreur, je pense, de Square Enix. Vraiment, je le disais en intro, c'est d'avoir voulu sortir le jeu. En fait, le jeu était trop mal fichu et a trop parti dans tous les sens, et c'est là qu'on peut voir que même ce qui est important, c'est d'avoir un directeur, une vraie tête pensante qui va imprimer une direction, et on sent depuis quelques temps, je pense depuis FF12 et l'époque de Yasumi Matsuno, qui a quand même largement on va dire perdu de sa santé, on va dire, lors de ce développement. Ça, c'était avant, on avait les Sakaguchi, qui était toujours plus ou moins superviseur sur les premiers Final Fantasy jusqu'au moins au 9. Voilà, le 10. Alors le 11 était un MMO. Le 10 et le 12 pour les épisodes solo, voilà, avaient des forces et des faiblesses, mais étaient vraiment des bons jeux, avec vraiment des visions. Et maintenant, c'est vrai que c'est plus trop le cas. Donc la série évolue. Elle est aussi un bon miroir de ce qu'est hélas malheureusement le jeu japonais à l'heure actuelle, c'est-à-dire en perte de vitesse, même s'il y a quand même, voilà, un regain d'intérêt. Je parlerai quand même en comparaison d'un jeu qui est à peu près sorti à la fois au Japon et chez nous dans le même laps de temps que Final Fantasy, qui est une série assez ancienne, qui est la série des Persona, avec le 5e épisode. Voilà, Persona 5, ils font ce qu'ils savent faire depuis des épisodes, et ça marche. Voilà, ils améliorent un peu la formule et ça marche, et c'est suffisant. Tout comme les Dragon Quest par exemple sont très adulés au Japon, puisque finalement ça reste, pour nous c'est des jeux assez classiques, voire archaïques, parce que ils n'ont pas beaucoup évolué, et comme on les a pas connus nous sur les premiers épisodes, maintenant c'est vrai que ça fait pas partie de de notre habitude et notre culture, donc on regarde ça, à moins d'être vraiment connaisseur comme nous on peut l'être avec Étienne. C'est vrai que pour le grand public, un Dragon Quest, c'est pas évident. C'est aussi pour ça que Final Fantasy marchait, mais au final on se rend compte que voilà, à force de vouloir sans cesse se renouveler, Final Fantasy là est clairement en perte de vitesse. J'ai quand même bon espoir pour on sait très bien qu'il y aura vraisemblablement un 16e épisode. Là, ils repartiront enfin sur de nouvelles bases. J'espère qu'ils repartiront sur un épisode plus typé Heroic Fantasy. Voilà, je ne mettrai pas ma main à couper, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu lire sur Internet, et je suis assez d'accord avec ça. Je pense que ça serait bien d'avoir un vrai épisode retour aux sources. Voilà, abandonner le côté réaliste ou futuriste, et revenir peut-être plus à un épisode voilà, fantasy, high fantasy ou steampunk peut-être aussi, hein, on peut mélanger les genres aussi, mais voilà, revenir à autre chose, quoi, et changer clairement d'atmosphère et d'univers, et cette fois-ci en espérant vraiment qu'ils aient appris de leurs erreurs. Ils ont voulu à tout prix sortir le jeu, c'est bien. C'est vrai que le jeu il commence, FF15 c'est marqué un Final Fantasy pour les fans et les nouveaux venus. Vous avez alors dans la boîte du jeu, vous avez quand même un dépliant avec tous les enfin, je sais pas si c'est toute l'équipe, mais en tout cas tous les postes importants et les créateurs qui ont signé une feuille en disant merci d'avoir acheté le jeu, quoi. Donc on peut pas non plus dire ils ont pas essayé, quoi. Ils ont essayé, et comme dit Étienne, il y a vraiment des choses qui marchent très bien, mais il y a aussi pour un jeu d'une telle envergure, il y a des trucs, c'est incompréhensible que le jeu soit sorti tel quel, et on sent que là ils essayent de le patcher encore, de rajouter des rustines dessus, mais en fait peut-être qu'il aurait fallu encore 1 an ou 2 de développement au jeu pour qu'il soit à peu près bien, notamment pour combler les trous, mais ça c'est des tares qui datent d'il y a des années, et bon, c'est ce qui fait que je pense que on gardera peut-être pas en mémoire FF15 pour les bonnes raisons, mais je pense que c'est un cas d'école pour un jeu vidéo, jeu vidéo japonais en particulier, mais jeu vidéo en général.
d'une grande franchise, d'une grande licence qui s'est gourée et qui a eu une production. Enfin voilà, la plupart des autres studios n'auraient pas sorti le jeu, quoi, en fait. En fait, pour reprendre la comparaison que tu avais faite entre FF15 et Persona 5, Persona 5 a été repoussé à de nombreuses reprises afin de bien peaufiner le jeu. Mais bon, j'ai envie de dire, il y avait une ligne de route qui était bien tracée. FF15 a pris beaucoup de temps pour se chercher, a été modifié, etc. Il y avait également certaines pressions au niveau de la sortie. Bien sûr. Donc, ce qui ont fait que, entre un travail qui est une copie à moitié rédigée et une autre qui est plus que remplie, voilà, on a. Et je sais pas si c'est voulu ou pas, mais quand on regarde finalement, il est sorti vraiment fin 2016, c'est-à-dire 10 ans après l'annonce. Et est-ce que c'était entre guillemets un point de mire de se dire on peut pas dépasser les 10 ans d'Arlésienne peut-être ou pas, quoi, mais c'était je sais pas. Mais c'est vrai qu'il a été également prévu avant. Et il a été repoussé de quelques mois. Donc après, voilà, il y avait peut-être déjà des... Enfin bon. Ce qui est fait, comme on dira. Oui, tout à voilà. fait. Mais bon, voilà, après, espérons aussi qu'ils s'inspirent... s'ils veulent continuer à s'inspirer de jeux occidentaux, qu'ils s'inspirent de jeux comme The Witcher. Vraiment, qui est, entre guillemets... Enfin, pas parfait, mais enfin, qui est un jeu qui a été extrêmement reconnu pour ses... Mais je pense que à la fois... Voilà, on est un peu dans les deux extrêmes entre FF13 et FF15. C'est-à-dire, on a pour FF13 un jeu beaucoup trop linéaire et pour FF15 un jeu beaucoup trop vaste et beaucoup trop, entre guillemets, bac à sable par rapport... Et ça, c'est de toute façon un problème des open world, hein. C'est-à-dire que la narration dans un open world, c'est très compliqué. Donc faire ce choix-là pour FF15 était déjà une erreur, on va dire. Et... du coup, voilà, je pense néanmoins qu'ils ont appris de leurs erreurs. Il y a vraiment des sources de satisfaction, ne serait-ce que d'un point de vue technique. Le jeu était quand même... Enfin bon, moi j'ai joué un peu après, donc il avait été patché, mais il était quand même, faut dire ce qui est par rapport aux jeux de maintenant et de jeux de cette envergure-là, hyper carré. J'ai quasiment eu aucun bug, aucune... Enfin si, peut-être deux ou trois trucs un peu aberrants, mais je veux dire, c'est ce qu'on appelle des glitches, hein, c'est pas vraiment des bugs. Et rien de bloquant, surtout dans le jeu, et d'aberrant de ce point de vue-là. Donc on sent qu'ils ont pu se bâtir une expérience. J'espère qu'elle sera portée à profit. C'est aussi le problème du management chez Square. Alors peut-être chez les Japonais, mais en tout cas chez Square Enix. C'est qu'ils ont des divisions, en fait, ils ont créé, je crois, ils ont 10 ou 12 divisions, chacune est censée plus ou moins charger, voilà, il y en a une c'est pour Kingdom Hearts, l'autre c'est pour FF, l'autre c'est pour Dragon Quest, l'autre c'est pour les jeux mobiles, etc., et donc vous avez plus ou moins des chefs de division, etc., mais ça peut bouger, ça peut être alterné. Et souvent, voilà, quand on a un problème sur un jeu, on n'hésite pas, notamment l'équipe qui était à la base prévue sur Versus 13 a dû venir en renfort de l'équipe de Final Fantasy 13 pour les aider à finir le jeu. Et tout comme là, d'autres équipes ont pu être phagocytées pour venir aider à finir le développement de Final Fantasy 15. Et voilà, au final, peut-être qu'il faudrait garder une équipe plus carrée, plus construite. Après, c'est des développements aussi qui englobent des centaines de personnes et forcément sur des jeux d'une telle envergure, si vous n'avez pas un contrôle carré au niveau de la réalisation et de la direction, et vraiment comme tu disais, hein, on sait que sans être non plus on n'est pas développeur de jeux vidéo, etc., mais pour s'intéresser au milieu, on sait que, si vous voulez, quand dans un développement de jeux vidéo, il y a ce qu'on appelle les milestones, c'est-à-dire des moments, des caps, points clés. Voilà, les points clés, des caps à franchir, des objets par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés, quoi. Donc à partir du moment où vous n'arrivez pas à rentrer dans les lignes de ça, et quand le contrôle, on l'a pas précisé, mais pour FF15, ils ont quand même sorti donc une démo. Il y avait donc la démo du Sky qui était sortie il y a 1 an et demi, un truc comme ça, et donc qu'ils ont sorti qu'ils ont fait télécharger aux possesseurs de PlayStation 4 pour qu'ils aient des retours pour savoir comment améliorer le jeu. Et c'est notamment là, dans ce cas-là, que ils ont rajouté une espèce de pause active, c'est-à-dire il y a des gens qui sont pleins, qui ont dit non, c'est trop action, c'est trop en temps réel. Donc du coup, ils ont rajouté une chose que moi j'ai pas mal utilisée dans le jeu, c'est-à-dire que quand vous ne bougez plus,
Vous avez une pause active avec une jauge qui descend tout doucement, mais qui vous permet un petit peu de réfléchir à quoi faire, de cibler les ennemis, de pouvoir vous soigner éventuellement, de pouvoir balancer une magie, etc. Voilà, et qui est un peu finalement hérité, on va dire, c'est vite dit, hein, mais hérité de l'esprit des anciens FF, quoi. Mais voilà, quand on a un jeu comme Persona 5 qui continue à faire du tour par tour, mais qui est tellement bien intégré que c'est rapide et d'action, parce que on a l'impression finalement que les grosses productions japonaises en RPG maintenant ne peuvent plus se permettre de faire du tour par tour, parce que le tour par tour c'est trop lent et que finalement le public ne veut plus de ça. C'est des conneries monumentales, et la preuve en est par A plus B par Persona 5, et Dieu merci c'est un jeu qui est en train de cartonner un peu partout, donc ça c'est vraiment je pense aussi un juste retour des choses. Mais voilà, faut pas penser à l'avenir, enfin espérons, après je vais pas m'engager non plus, mais j'espère que l'avenir de Final Fantasy notamment ne passe pas par que du action RPG, parce que c'est pas ce qu'on attend d'un Final Fantasy. Il y a une composante stratégique qui ne peut pas être mise en avant comme cela avec un jeu aussi tourné action, et il y a des moyens par la mise en scène, par tout un tas de choses, de simplifier, on va dire, l'expérience de jeu et de la rendre moderne, tout en gardant un tour par tour. Voilà, et j'espère vraiment qu'ils s'inspireront de ce qui a été fait en Occident ou au Japon. On a une espèce de retour un peu en ce moment en état de grâce de certains jeux japonais qu'on a attendus depuis très longtemps et qui, en dehors de Final Fantasy XV, ont plutôt tous bien marché et sont des bons jeux, quoi, voire des très bons jeux. Et j'espère vraiment que FF arrivera à s'en inspirer, enfin que les gens de Square Enix arriveront à s'en inspirer. Voilà, à l'heure actuelle on n'a absolument aucune aucune idée de ce que sera le futur de la série. On sait juste qu'a priori il y a encore quand même 70% de l'équipe de FF15 qui est toujours là à développer le jeu, et le fait est qu'ils veulent le supporter longtemps. Ils avaient dit au moins 1 an, donc là avec tous les DLC on n'est pas prêt d'en avoir fini. Après ils disent qu'ils veulent le porter sur PC, ce qui pour certains problèmes techniques liés aux consoles permettra peut-être d'avoir un jeu encore plus beau, d'accord, mais ça comblera pas les problèmes inhérents au jeu de base, même avec s'ils rajoutent tous les DLC et autres. Donc finalement, qu'est-ce que sera l'avenir de FF après celui-là? Est-ce qu'ils arriveront à en tirer les bonnes leçons? Je l'espère. Je reste confiant, mais bon, faut dire ce qui est. Depuis 10 ans, FF est aussi en perte de vitesse. Voilà. Bon, après ça reste, ça reste un jeu, une licence qu'ils ont 1 million, et faut pas s'en faire non plus, mais bon, espérons qu'ils arriveront à un juste milieu. Mais avant, les Final Fantasy sortaient relativement régulièrement, et je pense que maintenant, par l'envergure de ces jeux, c'est plus possible. Et pendant très longtemps, et notamment à l'époque de Final Fantasy XIII, la volonté c'était de sortir un FF tous les ans ou tous les 2 ans, ce qu'ils ont à peu près réussi avec la trilogie FF13. Justement, Étienne l'a expliqué, à chaque fois en apprenant de leurs erreurs et en changeant un petit peu d'optique, quitte à ce que le 3e n'ait absolument plus rien à voir avec le premier. Mais ils essayaient, et là ils ont aussi essayé autre chose pour FF15, donc ça évoluera encore pour le 16, mais il faut qu'ils prennent leur temps, et puis ensuite qu'ils soient à l'écoute de la communauté de joueurs, et voilà. Très bien. Eh bien, on va vous laisser là-dessus. On va vous laisser vous faire votre propre avis si vous n'y avez pas encore joué. Vous pouvez également réagir ou commenter ou partager si vous avez vos propres observations à faire. Et puis on espère que... Si vous avez écouté jusque-là. Voilà. Et puis on espère que vous continuerez à nous écouter, que vous continuerez à visiter le blog Radio Fogeek, que vous continuerez à regarder nos vidéos radiophoniques. Et puis on espère aussi que vous trouverez vous aussi du plaisir à jouer à Final Fantasy XV, malgré les défauts dont on a pu vous parler. Voilà, donc merci Thomas. Merci à toi Florent. Merci Étienne. De rien, merci à toi. Et puis on se dit tous à la prochaine pour une nouvelle émission. Ciao. Ciao. À bientôt.